c'est un combat. Ce n'est pas un débat. Et permettez-moi de vous dire, quand vous commencez à expliquer l'inexplicable, c'est que vous commencez par passer la marche arrière. Vous reculez. Rien ne peut expliquer. Rien ne peut justifier qu'en 2024, dans une capitale européenne, on poursuive des gens en les sommant de s'expliquer sur le fait est-ce qu'ils sont juifs ou est-ce qu'ils ne sont pas juifs. Les gens qui font ça, on les combat. Il n'y a pas d'analyse. Si quelqu'un veut traverser l'autoroute, vous l'arrêtez. Si quelqu'un se comporte comme ça, vous le combattez et vous le sanctionnez. C'est une affaire de volonté et de fermeté. Il n'y a rien à expliquer. Parce que si vous commencez à rentrer dans la logique de l'explication, c'est que vous rentrez dans la logique de la démission. Et je m'inscris en faux avec ceux qui pensent que l'antisémitisme ou le racisme, c'est une question d'éducation. Je le dis devant mon ami François-Xavier Bellamy, qui connaît beaucoup de choses en matière d'éducation. Parce que s'il faut se donner la peine d'expliquer à un jeune qu'il ne faut pas taper un copain de sa classe parce qu'il est juif, c'est que déjà on a pris du retard. Parce que celui dont le réflexe, à cet âge-là, c'est de frapper l'autre parce qu'il est différent, il n'y a rien à expliquer non plus. Je dis, nous sommes rentrés dans l'ère du combat. Parce que si vous croyez que la horde sauvage qui poursuivait à Amsterdam, mais ça aurait pu se produire à Paris, c'est malheureux. On a besoin de les envoyer à l'école pour leur expliquer. On a besoin de leur faire peur pour qu'ils comprennent qu'ils sont faibles et que nous, on est forts. Et eux, ils pensent qu'ils sont forts et que nous, on est faibles. Je dis nous, la démocratie, les démocrates, les républicains, appelez ça comme vous voulez. Donc, il n'y a pas d'analyse, il y a un combat. Mais, Monsieur le Président, est-ce qu'en France, on combat l'antisémitisme avec toute la vigueur nécessaire? Je voyais encore il y a quelques minutes à l'Université de Lyon qui doit recevoir la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, pardonnez-moi, il y a des tags qui demandent qu'elle ne vienne pas. Mais enfin, écoutez, à Lyon, à Sciences Po, partout ailleurs, soit on a une colonne vertébrale, soit on n'en a pas. C'est ma conviction. Pardon pour ces isolements extrêmement intellectuels. Devant la force brutale, il faut qu'il y ait la force républicaine. Si vous croyez qu'on va faire reculer la barbarie par l'explication, c'est que vous vous trompez sur la nature de la barbarie. Il n'y a rien à expliquer. Quand je suis devenu ministre de l'Intérieur en 2002, je m'en souviens très bien, j'ai succédé à un ministre sympathique, mais socialiste. Quand une synagogue était brûlée, on inscrivait dans les statistiques « bâtiment administratif endommagé ». L'antisémitisme a toujours existé dans notre pays. D'ailleurs, il a toujours existé en France et en Europe. Je rappelle quand même à ceux qui ont besoin de leçons d'histoire que la Shoah a pris naissance dans la première civilisation européenne. Ce n'est pas les Arabes qui ont exterminé 6 millions de Juifs. Je voudrais quand même rappeler ça. Ça s'est passé en Europe et au XXe siècle. Ça ne s'est pas passé au Moyen-Orient. Il faut calmer les choses en disant les choses et en formulant les choses. J'ajoute que je commence à être légèrement agacé par le raisonnement appliqué à la Nouvelle-Calédonie, qui pour moi est française et qui doit le rester, où la communauté kanak aurait tous les droits parce qu'ils étaient les premiers sur place. Alors appliquez le même raisonnement à Gaza. Parce qu'à ma connaissance, les Juifs et Moïse étaient là avant l'islam qui a commencé au 7e siècle.
Et je rappelle, pour les chrétiens qui sont dans cette salle, moi je me sens chrétien de culture, d'autres peuvent se sentir chrétiens de culte, que la religion chrétienne est une religion d'Orient qui a conquis l'Occident. Ce n'est pas une religion d'Occident qui a conquis l'Orient. Enfin, pardon, on a l'impression quand on dit ça, de faire un truc d'une originalité extrême, c'est la vérité. Et donc, c'est un combat contre la barbarie, et c'est un combat pour défendre ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est le produit de ce qu'ont bâti nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et nos aïeux. La France n'est pas une page blanche. Elle est le produit de siècles d'existence. Et nous ne voulons pas disparaître. Mais on ne disparaîtra pas si on combat. On disparaîtra si on discute. Voilà très exactement, de mon point de vue, les données du problème. Monsieur le Président, je voudrais qu'on parle des États-Unis, de l'élection présidentielle aux États-Unis. J'ai l'impression que le sentiment qui domine au sein des gouvernements en Europe, c'est la peur, au fond, après l'élection de Donald Trump. Mais est-ce qu'à l'inverse, on ne peut pas se dire que cette élection est en quelque sorte une opportunité pour l'Europe, une opportunité pour une prise de conscience qui nous permette d'acquérir enfin notre autonomie dans le domaine technologique, dans le domaine économique, dans le domaine militaire? Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de, au fond, cette analyse un peu craintive qui considère que ce qui arrive aux États-Unis, finalement, c'est quasiment la fin de l'Europe? C'est là où on voit que Nicolas Bouzou, c'est un bon garçon. Parce qu'il prête donc aux médias une analyse. Franchement, j'ai une nature gentille. Franchement, c'est sympa. Parce que, excusez-moi, il n'y a aucune analyse. Il y a la peur pour certains, il y a le snobisme pour d'autres. Ce qui s'est passé aux États-Unis, très intéressant, je vais en dire un mot si vous me le permettez. Mais c'est tout sauf une analyse. Cette espèce de pensée unique, insupportable, qui donne des leçons à tout le monde, a été brisée sur l'autel des faits. Je voudrais dire une première chose. Il est absurde d'aimer un pays ou de le détester en fonction de ce qu'on pense de son président. Je crois avoir bien connu les 4 ou 5 derniers présidents des États-Unis. Alors, il fallait détester. A-t-on connu quelque chose de plus stupide? Il y a 400 millions d'Américains qui ne sont pas réductibles, pas plus à Obama qu'à Trump, pas plus à Trump qu'à Hillary Clinton, pas plus à Hillary Clinton qu'à qui que ce soit qui est élu. Qui accepterait qu'on aime la France quand il y a un président sympathique et qu'on la déteste parce qu'il y a un président normal? On aime la France. Figurez-vous que la France n'est pas réductible à son président. Donc cette idée absurde, qui n'a aucun sens, qu'on doit faire alliance avec les États-Unis parce que le président est beau, charismatique, noir, ce qui était un événement dans l'histoire, justifié d'ailleurs des États-Unis, et qu'on doit le détester parce que c'est Trump, n'a à proprement parler aucun sens. Aucun. Il se trouve qu'avec les États-Unis d'Amérique, on a un lien, on a quelque chose en commun qui s'appelle l'océan Atlantique. Et il y a le sang de nos enfants, de nos parents et de leurs enfants. On a les liens du sang. Parce que je voudrais quand même rappeler que sans les États-Unis d'Amérique, et sans les Russes, on n'aurait pas gagné la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle quand même que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y avait un front ouest et un front est. Hein? Plus personne n'en parle, on manie des concepts absurdes de guerre avec les uns, de guerre avec les autres. Je rappelle que lorsque le monde
a basculé dans le drame de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu deux fronts, un front Est, un front Ouest, et qu'on a gagné parce qu'il y avait les Russes d'un côté, les Américains de l'autre. Et moi, je ne suis pas un admirateur de Staline, voyez-vous, mais ça a changé les choses quand le pacte Staline-Ribbentrop est tombé et que les Russes sont passés de notre côté. Et l'un des grands problèmes de la vie politique, c'est l'inculture. Et le fait qu'il n'y ait pas de perspective historique. Tout ne commence pas avec le nouveau président qui arrive, ou finit avec le président qui s'en va. Il y a une histoire. Et cette histoire, elle pèse lourd. On en parlera certainement avec l'Allemagne, où quand même, entre Louis XIV et 1945, on s'est battu tous les 30 ans. Quand on parle de l'Allemagne, on ne peut pas oublier ça. Pour revenir aux États-Unis, la deuxième chose, ils choisissent Trump. Et tout d'un coup, on voit tous ces observateurs défaits, parce que le paradis, c'était Kamala, et l'enfer, ce serait Trump. Mais mes chers amis, permettez-moi de vous dire que c'est une vision totalement européenne ou française qui n'a rien à voir avec la vérité. Il y a beaucoup moins de différences que vous le croyez. Trump a fait un mur avec le Mexique, mais Obama avait fait des barbelés avec le Mexique. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je reçois Obama et Barack et Michel à Strasbourg. Et il me dit, je peux te dire quelque chose avant ? Bien sûr. On se met dans un coin, on prend un petit bureau et on discute. Il commence la conversation très mal. « T'es vraiment un type intelligent, me dit-il. Alors là, je sentais que ça chauffait pour moi. Et il me dit, je ne comprends pas qu'un type intelligent comme toi n'accepte pas que la Turquie rentre en Europe. Eh bien, je lui dis, tu sais, je vais te dire une chose, Barack. J'accepterai que la Turquie rentre en Europe quand toi, tu accepteras que le Mexique rentre aux États-Unis. Parce que tu ne vas pas nous le donner de leçon. Parce que vous savez, les États-Unis, il y a l'Atlantique d'un côté, ça ne se traverse pas à la rame. 8000 km. Il y a le Pacifique de l'autre côté, ça ne se traverse pas à la rame. 14 000 km. Au nord, il y a le pôle Nord, ça ne se traverse pas à pied. Donc la seule frontière qu'ils ont, c'est 12 aéroports et le Mexique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au Mexique? Des barbelés à l'époque d'Obama, un mur à l'époque de Trump. Donc à tous ceux qui frétillaient devant Kamala Harris, la politique d'immigration, dans les mots, elle change, mais la réalité, pour tous ceux qui connaissent les États-Unis, savent très bien qu'il n'y a pas cette différence. Pourquoi Trump a gagné? Pourquoi Kamala a perdu? Alors maintenant, ça me rappelle l'excellente Ségolène Royal. Ils étaient tous énamourés de Ségolène Royal, jusqu'au moment où elle soit battue par moi. À la minute de se battre, ils l'ont tous critiqué. Maintenant, Kamala Harris était nulle, etc. C'était pas la peine de faire tous ces meetings avec elle pour la critiquer maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est très simple. Trump a parlé à la nation américaine de la nation. Kamala a parlé aux communautés américaines des communautés. Or, une nation n'est pas une addition de communautés. Trump a été élu parce qu'il a parlé de l'Amérique aux Américains. Kamala Harris a parlé aux Noirs des Noirs, aux homosexuels des homosexuels, aux femmes de l'avortement, aux Latinos des Latinos. Où était le pays? Où était la grandeur de l'âme nationale? Où était la flamme nationale? Où était l'espérance? C'était une addition de communautés à qui on cherchait à faire plaisir. Voilà la réalité. Eh bien, en France, ça sera le même résultat. Il faut parler de la France aux Français. Et maintenant, c'est insupportable, cette pensée woke, qui n'est d'ailleurs pas une pensée, où on est défini par rapport à ses orientations sexuelles, à sa couleur de peau, à ses origines. C'est insupportable. Et quand Barack Obama a dit aux Noirs américains, « Vous, les Noirs américains, vous êtes des traîtres si vous ne votez pas pour Kamala Harris », ils lui ont répondu, « Vous nous humiliez en nous parlant comme ça. » Parce qu'avant de voir un Noir américain, il devait voir un citoyen américain
qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit latino, qu'il soit une femme, qu'il soit un homme, peu importe. Moi, j'aime la différence. J'aime les différences. Beaucoup plus que l'égalité. Pour moi, je rêve d'une devise républicaine libre, fraternelle, différent. Bon. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ce n'était pas du tout votre question, mais j'avais tellement envie de vous le dire. Non, mais c'est votre réponse. Mais moi, je vais la compléter. Si vous m'y autorisez, il y a quelque chose que je trouve très intéressant aussi dans la campagne électorale qui vient de se dérouler aux États-Unis, c'est qu'un président peut être élu une première fois, battu, et puis être réélu après qu'un autre président l'ait été. J'ai pas compris l'allusion. Ouais. Mais ce qui est important de comprendre là-dedans, j'ai beaucoup de différences et de différends avec Trump. Et franchement, question de style, bon, si vous voyez ma cravate, elle est moins longue. Mais franchement, j'étais tellement exaspéré par tous ceux qui n'aimaient pas Trump que j'en finissais par me dire, ça serait pas si mal qu'il soit élu. Oui, mais président, parce que vous avez aussi eu affaire avec Barack Obama et qu'il était beaucoup plus dur. Enfin, si je lis un peu entre les lignes de vos ouvrages, il était beaucoup plus dur que l'image qu'il renvoyait, notamment vis-à-vis de ses alliés, que l'image qu'il renvoyait. Oui, mais là aussi, on ne peut pas reprocher à Obama et à Trump parce que leur politique étrangère est la même. Voilà. Mais la même. Le style est différent. Mais Obama était le premier à dire on ramène les soldats aux États-Unis, les Américains d'abord, on ne peut pas leur en vouloir. Mais il faut être décervelé comme la Commission européenne pour penser que si on ne défend pas nos intérêts à nous, les autres les défendront pour nous. C'est accablant. Permettez-moi de dire une chose. Les grands esprits européens, moi j'ai toujours été européen, mais les grands esprits européens qui sont assez naïfs pour débattre, pour savoir si l'Ukraine, la Biélorussie ou la Géorgie doit être en Europe. Mais la première chose qu'on devrait faire, c'est comment on fait revenir les Anglais, qui sont la deuxième économie d'Europe, dans l'Europe, pour avoir un moteur économique européen beaucoup plus puissant, parce qu'à l'évidence, dans la compétition mondiale, l'économie européenne a besoin des 65 millions d'Anglais et de cette économie anglaise formidable. Avant de se poser la question de l'élargissement à l'Ukraine, ce qui serait une folie par ailleurs, on y reviendra. On ferait bien mieux de se poser la question, comment on fait revenir les Anglais ? Parce qu'on en a besoin. On a perdu le deuxième moteur économique de la fusée européenne et personne, je dis bien, personne ne pose la question comment on les fait revenir, alors qu'ils veulent revenir. Parce que le Brexit, qui a été un drame pour eux et pour nous, n'est pas un problème anglais. C'est un problème européen qui aurait pu arriver à tout le monde. Donc, cette espèce de fuite en avant, la main sur le cœur, cette naïveté confondante, et pour tout dire, cette bêtise, poussée d'ailleurs par les Américains. Pourquoi les Américains ? Moi, je serais américain, je ferais la même chose. Plus vous élargissez l'Europe vers l'Est, plus vous affaiblissez l'Europe. Et les Américains ont parfaitement compris que l'Europe était un concurrent. Nos intérêts économiques ne sont plus alignés. Nos intérêts civilisationnels sont alignés. Toujours Obama, un jour, au début de son mandat, Barack Obama me dit, tu sais, je pars aux États-Unis voir le président, en Chine voir le président Hu Jintao, et on va faire le G2. J'ai dit, ben, tu verras. Tu me raconteras après. Quand avec Hu Jintao, vous aurez parlé de vos lectures communes, des films communs que vous avez vus, des musiques communes que vous avez entendues. Il me dit, pourquoi tu me dis ça ? Je dis ça parce que vous n'avez rien à partager. Que moi, tu comprends ? Chez nous, on n'allait pas aux États-Unis quand on était jeune. On se tapait d'aller à Birmingham dans le meilleur des cas. Mais les États-Unis, bon, c'était beaucoup trop cher, on n'y allait pas. Mais je peux parler d'Elvis Presley, moi.
Je peux parler de John Wayne. Je peux parler de toute la filmographie américaine. Ça crée un socle commun, qui est un socle culturel. Et finalement, le G2, ça n'a pas duré. Mais j'ai compris pourquoi. Parce qu'Obama, c'est un petit gars de Hawaï. Hawaï, c'est le Pacifique. Et le Pacifique, c'est l'Asie. C'est ça la différence. Donc nos intérêts aujourd'hui ne sont plus alignés. Eux, ils ont intérêt à ce que l'Ukraine rentre. Si l'Ukraine rentre, il n'y a plus de politique agricole commune. Et ça fera un pays de plus qui obéira aux États-Unis. Donc eux, ils ont intérêt à faire entrer le plus de monde. Mais pas nous. Pas nous. Et vous savez, en 2009, avec Angela Merkel, j'ai pris une décision que je ne regrette pas. C'était Bush, le président. Il me dit, tu sais, je suis à la fin de mon mandat, je veux... Rends-moi un service. Je dis, oui, bien sûr. Laisse rentrer dans l'OTAN l'Ukraine et la Géorgie. Je lui ai dit jamais. Je t'aime beaucoup, mais jamais. Pourquoi? Parce que quand vous agitez la muleta sous le museau du taureau, il fonce. Je te rappelle que lorsque Khrouchtchev a eu la très mauvaise idée de mettre des missiles à Cuba, le président Kennedy a dit « Je ne laisserai pas des missiles ennemis à 164 km de la frontière ». Et quand il y a eu l'affaire géorgienne, où Poutine avait eu la très mauvaise idée d'envahir la Géorgie, les chars russes étaient à 25 km, j'ai été à Moscou. J'ai discuté avec lui. Ça a été très dur entre nous. Mais on a moins le problème avec été réglé. Il est sorti. J'aimerais qu'on m'explique comment on règle un problème sans discuter. J'aimerais qu'on m'explique combien de centaines de milliers de morts faudra-t-il en Ukraine et en Russie pour qu'on comprenne qu'à un moment donné, il faut trouver une solution politique. Si j'ai bien compris, il faut arrêter de livrer des armes à Israël. 60 000 morts. Mais continuer à en livrer à l'Ukraine, 600 000 morts. Il faudra m'expliquer la logique de tout ça. Poutine a tort. Il a agressé. Mais comment vous réglez le problème? Vous ne parlez pas? Naturellement que les Américains, les relations qu'ils ont avec la Russie, ça ne compte pas. Mais nous, les Européens, ça ne compte pas la Russie? Donc j'aimerais qu'on réfléchisse à toutes ces questions-là. Et que ça ne soit pas simplement un concours de beauté. J'entendais là, le philosophe, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, vous ne me donnez pas assez d'indications. Ben, celui qui donne des leçons tout le temps. Et qui aime faire la guerre par procuration. Que les autres à se faire tuer. Et puis nous, on reste tranquille chez nous. C'est pas ça la vie. Je ne dis pas du tout qu'il faut céder à Poutine. Mais alors, par ailleurs, on m'a souvent dit « Ah, le Poutine que tu as connu a changé ». Bien sûr. J'ai eu 80 conversations avec Poutine, souvent très dures. Mais on ne va pas m'expliquer qui est Poutine, surtout par des gens qui n'ont jamais rencontré Poutine. Parce que maintenant, vous savez, dans les chaînes info, il y a des spécialistes. On en voit d'excellents, hein, des nouveaux Alors, excellents. Je vais vous dire un truc. Le médecin qui est sur la chaîne info, vous n'avez pas envie qu'il vous touche. Hein. Le militaire qui barde sur les chaînes info, dit lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas entendu le bruit d'une balle sifflée. Hein. Et le spécialiste de politique sur les chaînes info va te présenter aux élections, mon ami, tu verras ce que ça fait. Ben, je me suis fait beaucoup d'amis en une phrase. Je voudrais qu'on parle, on a commencé à en parler d'ailleurs, mais de l'Union européenne et du couple franco-allemand. J'ai deux questions sur le couple franco-allemand. Alors déjà, j'ai une question vraiment de béotien, parce que je n'ai malheureusement jamais été président de la République. Et je voudrais savoir si véritablement... T'es parti comme c'est parti, pourquoi pas? Ben, j'aurais adoré, hein, je vais vous le dire. Hein. Ne me lancez pas là-dessus. Hein. Je suis jaloux d'ailleurs. Je voudrais savoir si véritablement les avancées de l'Union européenne procèdent nécessairement du couple franco-allemand. C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est
ce couple franco-allemand, aujourd'hui, il est très affaibli parce que les deux dirigeants sont eux-mêmes très affaiblis politiquement. Et les deux pays, sont, y compris l'Allemagne, ce qui est nouveau, connaît des problèmes économiques assez inédits. Le couple franco-allemand, c'est absolument essentiel. Avec mon frère qui est ici, que je salue, on a été élevé par mon grand-père, qui a fait 2 guerres. Et chez nous, je sais très bien comment on appelait les Allemands. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie, ça. Les Français et les Allemands ne s'aiment pas. Il y a parfois du mépris et il y a parfois de la crainte. Alors, je vais vous dire un truc. Plus différent qu'Angela Merkel et moi, c'est impossible. Ça se voit un peu. Quand j'ai rencontré Carla, j'ai beaucoup hésité. Mais finalement, dans un sursaut de conscience, et pourtant, vous ne m'avez jamais entendu dire un mot contre Angela Merkel. Et à l'époque, j'ai été attaqué parce qu'on parlait de Merkozy. Vous savez que les Italiens, on peut s'engueuler, c'est aucune importance. On s'aime, on est les mêmes. Avec les Allemands, il ne faut pas lancer les choses comme ça. Il ne faut pas pousser nos peuples dans la confrontation. On n'a pas le droit. Et on n'a pas le droit parce qu'il y a des génies qui, sur des siècles d'affrontements, parce qu'on dit qu'il y a eu 2 guerres mondiales, c'est faux, il y en a eu 3 déjà. Parce que celle de 1871, c'était une guerre mondiale. Il faut penser à ça. Et les génies qui ont imposé la réconciliation, c'est un patrimoine d'une richesse extraordinaire. Et j'y pensais chaque fois avec Angela Merkel. On a eu beaucoup de différends. Ils ne sont jamais sortis dans la presse. Jamais. Et quand l'Allemagne et la France sont d'accord, ça énerve tout le monde. Mais quand on n'est pas d'accord, ça inquiète tout le monde. Vaut mieux énerver qu'inquiéter. Et il n'y a pas d'alternative au couple franco-allemand. Il n'y a pas d'alternative. Et vous savez, les pays sont en paix ou les pays sont en guerre. Il n'y a pas de juste milieu. Et il faut qu'on soit en paix. Et le grand héritage de l'Europe, c'est la paix. Quand il y a eu l'explosion de l'ex-Yougoslavie, dans les années 90, mais tout le monde disait, ben non, la guerre, ça n'existe plus. Quand on dit la guerre en Ukraine, c'est le retour de la guerre en Europe. Mais ça ne va pas. C'était quoi la guerre en Bosnie? C'était quoi Sarajevo? C'était le XXe siècle et c'était au cœur de l'Europe. Et il y a eu une guerre moyenâgeuse d'une brutalité invraisemblable parce que le continent le plus brutal, le plus violent, le plus barbare au XXe siècle, c'est l'Europe. C'est l'Europe, c'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. C'est en Europe qu'il y a eu les camps de concentration. C'est en Europe qu'il y a eu tout cela. Et je l'avais présent en tête. Et cette réconciliation franco-allemande, on doit la montrer en exergue aux Ukrainiens et aux Russes. Si nous, on peut vivre en paix avec les Allemands, ben les Ukrainiens et les Russes peuvent vivre en paix. On doit la montrer aux Juifs et aux Palestiniens. Si nous, on a fait la réconciliation franco-allemande, ils feront la réconciliation. Parce que les pays ne changent pas d'adresse. On doit vivre avec ses voisins. On doit apprendre à se respecter et à faire la paix. Et donc, cette réconciliation franco-allemande, pour moi, elle doit être un symbole pour le monde entier. On est 2 nations qui se sont affrontées, détestées, déchirées, et maintenant on est le couple qui dirige l'Europe. C'est une leçon formidable pour le monde entier. Et je n'ai jamais aimé et apprécié les responsables politiques français qui critiquent les Allemands ou qui m'attaquaient parce qu'il y avait Merkozy. Mais rendez-vous compte, pendant la crise de 2008, on va en parler. On parlait de Merkozy tous les jours. On existait tous les jours. Parce qu'elle mettait sa solidité et moi mon agilité. Elle disait toujours, passe le premier, et si c'est bon, je suis. Merci. Je lui disais, c'est bon, l'essentiel c'est que tu suives. Voilà.
Parce que la puissance allemande en a besoin. Mais la créativité politique française, on en a besoin aussi. Bon, franchement, moi je préférais Merkel à Scholz. Hein. Oui, on imagine, oui. Bon, et c'est pas moi qui choisis. Oui. Mais il n'y a pas d'alternative. Et il n'y en aura jamais. Quelle que soit par ailleurs l'importance de l'Italie, l'importance de l'Espagne, l'importance... Formation économique. Et je n'oublie pas que c'est la France, à ce moment-là, qui a pris l'initiative en Europe pour prendre des mesures, notamment dans le domaine bancaire, qui ont permis d'éviter que nos concitoyens ne perdent pas d'argent. Je ne l'oublie pas. Mais j'ai une question qui me taraude, mais qui est une question presque humaine. Quand on est face à la crise la plus importante depuis les années 30, il n'y a pas de process, il n'y a pas de méthode, rien ne vous prépare à ça. Dans quelle disposition d'esprit faut-il être? Dans quelle sorte de sang-froid? De quelle sorte de sang-froid faut-il disposer pour faire face à ce trou béant dans lequel on peut être entraîné? Vous savez, j'ai fait une belle bêtise. Quand il y a eu la crise, vraiment, on ne comprenait rien, mais c'était une crise terrifiante, quoi. Tout s'est écroulé. Et je me suis dit, je vais inviter les 10 meilleurs économistes de France à venir me voir. Je ne pense pas, parce que j'y étais pas. Non, vous étiez trop jeune. Ils sont tous venus à l'Élysée. Et je leur ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils étaient tous formidables et très savants pour m'expliquer ce qui s'était passé en 19... Donc, j'ai rien appris. Je me suis dit, je devais avoir une migraine, j'étais pas en forme. On fait une autre réunion. 3 semaines après, je fais une autre réunion. Un ennui. Mais vous imaginez pas l'ennui. Moi, je les connais. Pas une idée. J'en ai tiré la conclusion qu'il allait falloir qu'on se débrouille tout seul et qu'on fasse preuve de bon sens. Un dimanche, Gordon Brown, qui était le président, enfin le Premier ministre anglais, m'appelle un dimanche, socialiste libéral. Il me dit, écoute, je veux te prévenir, on était très amis, lundi, je nationalise toutes les banques. Je dis, quoi? Mais tu es fou. Il me dit, écoute, c'est très simple, depuis ce matin, dimanche, les gens font la queue pour retirer leur argent. Si je ne nationalise pas les banques, on saute. Parce que ici, vous pensez que votre argent est à la banque. Non, non, non. Vous avez un relevé avec 100, mais il y a 90 qui est parti, qui a été prêté pour acheter un appartement, pour acheter des machines, pour investir. Donc si tous, on se présente à la banque pour retirer notre argent, ils ne peuvent pas nous le donner. Et ça repose sur la confiance. Je rentre à l'Élysée le lundi et je dis à François Pérolle et à Xavier Muscat, qui étaient mes 2 conseillers de très grande ampleur, je vais aller à Toulon et je vais faire un discours où je vais annoncer que je garantis à 100% tous les dépôts des Français. Tout l'État profond a défilé dans mon bureau pour me supplier de ne pas faire ça. Non, c'est pas possible, Président, il ne faut pas faire ça. Trichet, le gouverneur de la Banque de France, le directeur du Trésor, tout le monde. Non, mais il faut caper. Caper. Non, mais si ça vous fait plaisir, Président, caper à 150 000 €. Non, illimité. Non, on va dire que vous êtes le président des riches. On le dit déjà. Non, mais caper à 1 million. Non. Caper à 10 millions. Non. Sans limite. Sans limite. Je me suis mis dos au mur. C'est une décision très difficile, solitaire. Mais aujourd'hui, en 2024, je viens devant vous. Il n'y en a pas un seul dans la salle. Que vous ayez voté pour moi ou pas, il n'y en a pas un seul qui peut se lever et dire « Sarkozy, j'ai perdu mes économies grâce à vous ou à cause de vous. » J'ai garanti sans limite
Ce qui fait qu'on a dit à la spéculation mondiale, venez vous nous chercher. Vous mettrez 1000 milliards sur la table, je mettrai 1000 milliards et 1 centime. Ils ne sont pas venus. Ça a coûté 0 centime aux contribuables. Et pas un seul d'entre vous n'a retiré ses économies de la banque et pas un seul n'a perdu 1 centime. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Je ne dis pas ça pour faire le malin. Vous êtes tous en capacité de juger si ce que je dis était vrai ou n'était pas vrai. Parce que la confiance dans le président, dans la banque, dans son mari ou dans sa femme, c'est la chose la plus importante au monde. Quand la confiance est là, on n'y attache aucune importance. Mais moi, je pense que l'enfer, c'est de ne pas pouvoir faire confiance à ceux qu'on aime. Et c'est par la confiance qu'on a sauvé l'économie française et l'épargne des Français. Ce n'est pas de l'économie, ce n'est pas du libéralisme, cher Hervé. Ce n'est pas de l'engagement keynésien ou de Milton Friedman. C'est simplement du bon sens qu'à un moment donné, il faut imposer à l'administration la volonté politique. Parce que la volonté politique, c'est ce qui fait qu'on est élu président ou qu'on n'est pas élu. Et le problème, c'est que bien souvent, il n'y a plus de volonté et que toujours, il n'y a plus de politique. C'est une difficulté. Je voudrais qu'on reste un instant sur les questions économiques, si vous en êtes d'accord. Nous sommes en plein débat budgétaire. Vous avez été ministre du budget et ministre de l'économie, d'ailleurs, à quelques années de différence. Le gouvernement de Michel Barnier essaie de réduire les déficits publics. Il a bien évidemment 1000 fois raison. Mais enfin, on voit bien quand même que les mauvaises habitudes françaises reviennent assez rapidement. C'est-à-dire que sur le papier, on devait le faire beaucoup par la baisse des dépenses et un tout petit peu par les impôts. Dans la réalité, on va le faire beaucoup par les impôts et très peu, marginalement, par la baisse des dépenses. Vous avez été le président de la République du 1 sur 2. Du non-remplacement d'un départ en retraite de fonctionnaires sur 2. C'était une mesure qui a été qualifiée de brutale. On n'y arrive pas. Qui a été qualifié de brutal par qui? De brutal par qui? Mais qu'est-ce que ça peut faire? De brutal... Qui? M'engueulez pas, j'étais pour et je vous défends. Je m'énerve pas, j'explique. Enfin, il y a 200 000 fonctionnaires de plus en 5 ans. Le problème français, des communes françaises, est très simple. Et alors là, vraiment, je jubile quand j'ai entendu le premier discours de Trump. Sa grande idée économique, il veut défiscaliser les heures supplémentaires. Le brave homme. C'est ce qu'on a fait il y a 14 ans. Parce que le problème français, mesdames et messieurs, est très simple. On ne travaille pas assez. Alors que ça plaise ou que ça ne plaise pas, vous pouvez dire ce que vous voulez, on ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez dans la semaine. On ne travaille pas assez dans la vie. On ne travaille pas assez dans le service public. Et comme dans le privé, on a vu les 35 heures et le télétravail, qui est de la télé et pas du travail. Oui, je sais, c'est favori chez moi. Ça, c'est... Bon. La question, elle est centrale. L'être humain est fait pour 2 choses. Travailler et aimer. Aimer et travailler. Freud a dit, si vous n'avez pas de problème pour travailler, et si vous n'avez pas de problème pour aimer, vous n'avez pas besoin de psychanalyse. Je n'ai pas besoin de psychanalyse. La question du travail est centrale. À l'époque où j'étais plus jeune, une éternité, il y avait un comique extraordinaire dans la politique française qui s'appelait Dominique Voynet. C'est très drôle. Oui. Bien sûr. Il a tué la filière nucléaire.
qui voulait faire les 32 heures. Magnifique. Mais magnifique. Et plus c'est bête, plus ça passe. Nous ne travaillons pas assez. Je parle devant le maire de Saint-Raphaël. J'étais 20 ans maire. Et lui qui est un excellent maire. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas une commune où l'ensemble des employés sont au 35 heures. Permettez-moi de vous le dire. Alors, il y a des records à Paris, c'est fantastique. Bon. Donc, on n'est même pas aux 35 heures. On me dit qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Mais c'est d'une démagogie invraisemblable. Le statut du professeur des écoles, je ne critique personne, je veux d'ennuyer avec personne, je dis des faits. C'est 24 heures par semaine, mais François-Xavier, ce qu'on ne me dit pas, 6 mois de l'année. Eh oui, parce qu'entre les vacances et les week-ends, alors je sais bien, il faut préparer les cours. Maternelle, grande section. Je sais qu'il faut corriger les copies. Et je sais que c'est un boulot difficile d'être enseignant. Mais il faut dire la vérité maintenant. Nous n'avons pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants. Il y a des centaines de milliers d'enseignants compétents, dévoués et merveilleux. Et il y en a quelques-uns qui choisissent le boulot pour des mauvaises raisons. Et si on ne vous le dit pas, moi je vous le dis. Parce que je n'ai pas à me présenter à une élection et je veux dire les choses telles que je les connais. Bien sûr que j'ai fait le 1 sur 2. Vous prenez tous les présidents de la République, le général de Gaulle compris, depuis 1958 jusqu'à maintenant, tous. On est 8. Il y en a un qui a réduit le nombre de fonctionnaires. C'est moi. 155 000 fonctionnaires en moins. Je me suis fait insulter, y compris par mes propres amis. On m'a dit, mais comment tu as fait ça? L'insécurité, tu as supprimé des postes. Mais parce que vous croyez que c'est un problème de poste? Quand le président de la République décide un poste de plus, avant qu'il y ait un fonctionnaire de police de plus, il faut 3 ans. 1 an pour organiser le concours et 2 ans de formation. Il ferait bien mieux de donner des heures supplémentaires tout de suite à ceux qui veulent les faire. Croyez-moi, c'est plus efficace de donner des heures supplémentaires à la BAC, Brigade anticriminalité de Saint-Raphaël, plutôt que d'engager des gens qui sont sur le terrain dans 3 ans. Nous ne pouvons plus payer 5 600 000 fonctionnaires. Ça gêne de dire ça, c'est pourtant la vérité. Voilà la vérité. Le monde entier travaille. Le monde entier est en concurrence avec nous. Est-ce que nous voulons vivre ou est-ce que nous voulons mourir? Si nous voulons vivre, il faut travailler. Et je m'inscris en faux quand j'entends dire que le travail, ce n'est pas la vie. La question, c'est d'améliorer les conditions de travail, pas d'arrêter le travail. C'est de travailler mieux, de manière plus intéressante, de pouvoir monter. Mais je suis en accord avec rien de tout ça. Il voulait faire l'autre, l'échelle des salaires, ça ne doit pas être plus de 1 et de 5. Mais on est chez les fous. Est-ce que vous savez, c'est un problème d'incarnation? Donnez-moi les pinceaux de Van Gogh, les toiles de Van Gogh. Vous croyez que je ferais du Van Gogh? La question, l'autre jour, il y a quelqu'un qui s'insurgeait parce que Bernard Arnault était riche. On ne crée plus qu'il soit pauvre. Mais c'est le problème, il est toujours le même. Hollande voulait moins de riches, moi je veux moins de pauvres. Vous comprenez ce que je veux dire? On est un pays imaginatif, on est un pays dynamique. Il faut libérer les forces du travail, du dynamisme, de la création. Et tout le monde en profitera. On n'est pas obligés tous d'être des bourreaux de travail. Mais il faut laisser travailler ceux qui veulent travailler.
Et ceux qui ne veulent pas travailler, pas de problème. Mais tu ne peux pas gagner la même chose, mon ami, que celui qui veut travailler. C'est pour ça que j'ai fait des heures supplémentaires défiscalisées. Il y a un type qui a dit il y a quelques années, travailler plus pour gagner plus. Il avait raison. Monsieur le Président, il nous reste 5 minutes avant de clore notre entretien. Je voudrais vous faire réagir à l'une de vos propres citations que j'ai trouvées dans le temps des tempêtes. Je vais me permettre de vous la lire. Je vous prie de m'excuser, elle est sur mon iPhone, mais je voudrais que vous la développiez parce que je l'ai trouvée tout à fait fascinante. Vous parlez de la France. Hein. Nous ne connaissons pas la mesure, le juste milieu, la moyenne. Nous avons besoin du grand où nous abandonnons dans le pire. Toute notre histoire le montre de la façon la plus éclatante. Les Français expriment toujours l'exigence de vivre un grand projet, une grande ambition, une vision incandescente, car seules ces perspectives sont capables de canaliser leur énergie, cette énergie qui est notre premier atout et notre principale faiblesse. Une sorte de masochisme national nous fait souvent tomber dans le pire, aussitôt après avoir incarné le meilleur. Vous pensez donc qu'après la séquence politique difficile que nous connaissons, le meilleur est à venir pour la France? Et puis j'ai une question dans la question. Vous adorez le sport, comment est-ce que vous avez vécu nos magnifiques Jeux Olympiques? Non mais, moi je suis français par tous les pores de ma peau. J'aime notre pays, j'aime mon pays, et je suis tellement français. Mais je prends l'histoire de France dans sa globalité. Ces moments magnifiques et ces moments terrifiants. Lorsque Pétain revient dans la capitale, 3 mois avant la libération, il y a autant de monde pour l'acclamer à Paris que quand De Gaulle arrive. Je ne dis pas ça pour dire du mal. Je dis ça parce que c'est mon pays. On est tellement fiers de notre révolution. Mais la terreur, c'est une horreur. Mais si vous voulez, pour moi, la définition de l'âme française, c'est Marat, Danton, Robespierre. 3 fous qui envoient tout le monde à la guillotine et qui se guillotinent eux-mêmes d'ailleurs. Mais 15 jours après, il y a Valmy. Et Valmy, c'est extraordinaire. C'est des baffes français qui montent sur la colline de Valmy et qui défont les armées européennes contre la France. C'est le même pays, c'est la même époque, c'est le même moment. Le sublime et l'indigne. La France a besoin d'être dirigée fortement. La France a besoin d'une ambition très grande, parce que la France aime ce qui est grand. La France se reconnaît dans le large et le grand. On parle de l'arrogance française. Peut-être qu'on est arrogant. Bon, moi le premier d'ailleurs parfois. Mais on aime ce qui est grand, ce qui est épique. Moi on me dit, est-ce que la politique vous manque? Non, parce que c'est plus de la politique. Si je dois commencer par expliquer quelles sont mes pratiques sexuelles, et combien j'ai acheté le pneu crevé de mon vélo? Et si le seul mot qu'on connaît, c'est proximité et écoute, voire normalité, c'est confondant. Mais justement, Président, les Français ont adoré les JO. L'excellence, cette excellence-là. Mais je n'avais pas fini. Je sais, mais on est en train de me dire que vous devez vraiment quitter le Palais des Congrès dans 5 minutes. Mais je dis une chose. Ce que j'ai adoré dans les Jeux Olympiques, c'est que c'est la plus belle claque donnée à la pensée woke. Parce qu'aux Jeux Olympiques, il n'y a pas d'égalité, il n'y a que de l'excellence. Parce qu'aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de 35 heures, il n'y a que des bourreaux de travail. Parce qu'aux Jeux Olympiques, tout le monde n'a pas la médaille d'or. Et c'est ce qui fait beau. Il y en a qui pleurent et il y en a qui se réjouissent. Parce qu'aux Jeux Olympiques, il y a la récompense du mérite. C'est le contraire de la pensée woke. C'est le contraire de la bêtise du nivellement. C'est la compétition. C'est la fierté nationale, pas la détestation des autres. C'est un peuple qui communie avec les 3 couleurs et ses champions. C'est le contraire de la pensée woke. Et c'est bien pour ça que ces pauvres écologistes étaient contre. Mais ils sont contre tout, eux. Et moi, je suis contre eux. Voilà. Et donc, les Jeux Olympiques, j'ai adoré. Parce que les mêmes qui bêlent sur la pensée woke,
et la pensée du nivellement étaient éblouis par cette France réconciliée. Mais la France, elle n'était pas ni réconciliée, ni divisée. La France, elle a besoin d'admirer. Et on admire le talent, on admire la rareté de ce talent, on admire le travail, on admire les... pour ceux qui sont battus, mais ils sont battus à la loyale. On n'est pas là avec un filet pour tout le monde. Moi, mon grand-père m'emmenait au cirque. Et à l'époque, les trapézistes, François s'en souvient, il n'y avait pas de filet en dessous. Et un jour, j'ai vu qu'il y avait un filet en dessous. J'ai dit à mon grand-père, papy, on s'en va. Ils nous ont menti. Merci à tous. Bravo, merci. Un immense merci, Président. Merci. Je voudrais juste te dire un tout petit mot. Il y a 700 personnes ici. Il y a des centaines de personnes qui n'ont pas pu rentrer dans le Palais des Congrès. Il y a 350 personnes qui nous regardent dans la salle d'à côté, dans l'auditorium. Et donc, les Français plébiscitent votre hauteur de vue. Si. Je remercie ceux qui sont à côté. Et vous savez, on m'a demandé l'autre jour quel était ce pourquoi j'étais le plus reconnaissant en français. Je suis tellement reconnaissant d'une chose. Jamais dans ma vie, François Xavier, même au début, je n'ai eu de salle vide. Je n'ai connu que des salles pleines. Et ça, je peux vous dire, c'est un privilège exceptionnel. Et je vous en remercierai jamais assez. Parce que quand vous êtes venus, vous savez qu'il va se passer quelque chose. Et moi, quand je viens, je sais que je veux tout vous donner. Merci à tous. Merci, Président. Merci beaucoup.